Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 11h, 10h30, 11h, le débat. On revient sur les conséquences assez inattendues de l'affaire Yann Moix. Aujourd'hui, son émission n'aura plus lieu sur Paris Première. C'est la décision de la direction du groupe M6. Pour en parler, Guillaume Bigot, vous avez participé à de nombreuses reprises à l'émission chez Moix. Vous êtes essayiste, membre des Orwelliens. Clara Doina-Schmelk, bonjour. Bonjour. Journaliste média à Intégral. Vous êtes co-auteur du livre Les métiers du futur chez First. Merci d'être avec nous. Et Rémi Pernelet, journaliste que vous connaissez bien ici, spécialiste des médias. On va revoir avec vous, Rémi, la chronologie des événements de cette affaire Moix. Oui, parce qu'on va rappeler un peu que tout a commencé au mois d'août, en fait. Le 21 août, je rappelle que le roman Orléans, dans lequel Yann Moix raconte sa jeunesse d'enfant battu, sortait. Quelques jours avant, le 17 août, son père avait par avance démenti les faits dans une interview à la République des Centres. Le dimanche 24 août, son frère dément également les faits décrits dans le livre dans le Parisien Dimanche, une tribune. Et puis le 26 août, l'Express, Jérôme Dupuis, révèle l'existence de 3 publications de jeunesse de l'écrivain, au relent antisémite, négationniste, Ushuaïa. C'était en 1989 et 1990. Le 31 août, samedi, donc pas dernier, le samedi précédent, Yann Moix était l'invité du talk-show de Laurent Ruquier, On n'est pas couché, et il assume et présente ses excuses. On y reviendra. Ouais. Et puis vendredi dernier, le 6 septembre, en fait, Nicolas Taverneau, le PDG du groupe M6, explique un peu avant 10h dans une interview de radio que des discussions sont en cours en ce moment même sur l'avenir de l'émission de Yann Moix. Et il ajoute, je crois qu'elle ne perdurera pas sur la chaîne. Un communiqué tombe l'après-midi. D'un commun accord, le groupe M6 et Tout sur l'écran, c'est la société de production, ont décidé d'arrêter l'émission Chez Moix diffusée sur Paris Première. Nous partageons en effet l'analyse selon laquelle les conditions sereines pour produire et diffuser ce programme ne sont plus réunies. J'ajouterais que hier, un article de Renaud Revel dans le JDD explique rien ne va plus entre l'animateur et une direction qui ne tarit pas de critiques en coulisses depuis le passage du romancier samedi dernier sur le plateau dont on n'est pas couché. Les propos, rarement, ajoute le JDD, des responsables d'une chaîne ont tenu des propos à ce point virulents sur un animateur vedette. L'après-midi, Laurent Ruquier dément fermement, dans un message sur le site de Jean-Marc Morandini, tout contact avec la direction de France Télévisions, et précise qu'il bénéficie du soutien de Delphine Ernotte et Takis Candilis. Donc voilà, il y a un fait qui est acquis, c'est la suppression de l'émission Chez Moix sur Paris Première par décision soi-disant conjointe de Tout sur l'écran et de M6. Et puis du coup, ce qui pourrait en déduire, découler, merci. Ce serait une éventuelle départ de Laurent Ruquier de France Télévisions, mais c'est un autre point très média. Vous comprenez ça, Guillaume Bigot ? Vous comprenez cette décision ? C'est-à-dire qu'il y a eu déjà des affaires auparavant, on pense à Zemmour, Éric Zemmour qui a même été condamné, mais la suppression d'une émission pour ces raisons-là, on a un petit peu de mal à comprendre. C'est vrai, ça dépend comment je comprends le verbe comprendre. Oui, comprendre, oui. Oui, je pense que c'est un réflexe typique du management dans lequel on est rentré, c'est-à-dire... comme disent les banquiers américains, when there's a doubt, there's no doubt. Donc, c'est-à-dire quand il y a un doute... voilà, il n'y a pas de doute, donc c'est le principe de précaution. Avec le principe de précaution, on serait tous morts. Enfin, le 6 juin 1944, il n'y aurait pas eu de débarquement. Enfin, s'il n'y a pas de risque dans l'avion, on ne fait rien. Enfin, on n'a qu'à faire un trou, on se met dedans, c'est terminé. Mais cette société ne supporte pas le risque. Il ne faut pas qu'il y ait de risque. C'est tolérance zéro au risque. Et dès que les choses ne sont pas parfaitement lisses, il faut les arrêter. Donc, en ce sens, moi, ça me donne plutôt des boutons, ça me rend l'émission et le personnage de moi, etc., plus sympathique, mais c'est probablement mon côté frondeur. Non, en réalité, on peut les comprendre si on se met à leur place. Bien sûr qu'on peut comprendre. Maintenant... Est-ce qu'il y avait beaucoup de risques, vous qui parlez de risques? Non, une fois la polémique, on voit les réactions les réseaux sociaux, c'est souvent des pics qui retombent assez vite. Je ne sais pas si l'émission... Ce qui eût été raisonnable, probablement, c'est de laisser un peu la poussière retomber. Et l'émission devait démarrer qu'au mois d'octobre. Voilà, elle aurait pu démarrer peut-être un mois plus tard ou 2 mois plus tard, laisser vraiment la poussière retomber et la fièvre retomber. Parce qu'on peut comprendre aussi cette effervescence, c'est pas tout à fait anodin tout de même. Non, c'est pas anodin. Quand M. Moix fait en permanence la traque aux nazis à Calais,
Par exemple, que les CRS qui vérifient s'il n'y a pas des pauvres migrants qui se sont installés sous les camions, il filme ça avec son téléphone et puis il dit « Regardez, les CRS, SS, ils sont en train de traquer les migrants ». Ça nous rappelle des heures sombres. Et puis alors son copain BHL qui dit « Oui, les heures sombres, les heures sombres ». Bon, alors après, évidemment, il voulait crever du youtre à 20 ans. Donc ça c'est un peu choquant, si vous voulez. La superposition des deux est un peu choquant. Ces gens qui vivent en permanence en noir et blanc et qui nous surimposent les années 30 et les années 40 en permanence avec les heures les plus sombres, c'est du réflexe pavlovien insupportable, et ces mêmes qui sont pris dans le pot de confiture, ça devient un peu pénible. Je comprends que ça agace. Néanmoins, cette émission, on va sûrement en parler, elle était tout à fait remarquable. Que j'y participe ou non, c'était pas le sujet. J'ai trouvé que l'émission était assez formidable. Qui était une sorte de remake de droit de réponse sur le principe. A beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Clara oui, là je pense que le problème, c'est qu'on est arrivé à un point de non-retour où le personnage de Yann Moix est devenu illisible. Étant donné toutes les contradictions qu'il assume, qu'il dit assumer. Parce que c'est ça le problème, c'est pas seulement qu'on s'est aperçu de ce qu'il avait publié, mais c'est que qu'est-ce qu'il va pouvoir dire maintenant au public, tout simplement. Donc c'était intenable à votre avis? À mon avis, c'était intenable, même pour lui. Rémi, par-delà tout jugement de valeur. Pour être honnête, dans un premier temps, j'ai commencé à me dire que c'était intenable au vu des polémiques récentes. Et en prenant quelques jours, je me dis que ces quelques jours, la direction d'M6 aurait dû aussi les prendre. Parce que, en vérité, cette émission est une émission, moi aussi, je trouve, de très très bonne tenue, qui était vraiment un échange. On n'avait pas retrouvé cette ambiance depuis droit de réponse. Enfin, il ne s'agit pas de dire on veut refaire le meeting droit de réponse, mais quand même, il y avait beaucoup d'échanges, beaucoup de... avec des invités assez variés, justement. Exactement. C'était pas dans le consensuel. Et au fond, est-ce que la polémique sur les écrits anciens de Yann Moix, la polémique autour de la sortie de son livre, sont des choses. Est-ce que, pour autant, il faut tellement, et je rejoins un peu Guillaume Bigot, il faut tellement se défendre de toute critique que 5 jours après la connaissance des faits, on annonce, et puis on annonce avec pas mal de médiatisation, que voilà, l'émission elle est remplacée. C'est vrai qu'on avait quand même le temps pourquoi autant de précipitation? Alors, la précipitation, avec les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est quand même une habitude. Regardez l'affaire Ménel à The Voice, la jeune fille qui chantait vraiment excellemment bien, et qui a été effectivement, et c'était pas plusieurs dessins, c'était un tweet. Vraiment là aussi inadmissible. Elle a été très très vite écartée de l'émission de la télé-crochet. Mehdi Meklat, qui lui avait produit plusieurs tweets antisémites. Décidément, l'antisémitisme c'est quand même un fantôme dans la société française. A lui aussi été remercié de manière assez brutale, et on peut le comprendre. Mais Guillaume Bigot, tout de même, le revers, enfin l'avers de ce revers, qui est le revers étant l'immédiateté, l'avers c'est l'amnésie en fait. C'est-à-dire qu'on vit dans un présent permanent, mais ça veut dire que 2 semaines après, 3 semaines après, il n'y a plus aucune trace. En fait. Donc l'émission aurait pu reprendre. Mais ce que dit Clara Schmel, qui est assez juste, c'est quelle est la lisibilité de la personnalité, de la parole de Yann Moix aujourd'hui. Et comment animer une émission après tout ce qui s'est passé. Ce n'est que mon avis, mais je pense que le personnage de Yann Moix, le talent réel de Yann Moix, en dehors d'être un talent littéraire avéré, se déployait surtout dans le domaine culturel. C'est quelqu'un qui a une très grande sensibilité artistique. Ce qu'il dit en matière de musique, en matière de cinéma, en matière de littérature, et c'est plus que très fort. Enfin, il y a parfois des fulgurances assez géniales. Là où Yann Moix s'égare complètement, c'est dans le domaine politique. Enfin là, c'est du pipi caca popo. On a 2 ans ou 3 ans d'âge mental. Ça n'a jamais dépassé ça. Et maintenant, on comprend bien que tout ça est probablement lié à des névroses, peut-être même plus, des névroses vraiment carabinées, semble-t-il. Justement, qu'est-ce que les médias j'ai l'impression quand même, on laissé beaucoup d'espace à l'expression de ces névroses. Parce que l'époque est névrotique. Est-ce qu'elle s'exprimait dans l'émission sur Paris Première? Pas vraiment. Non, pas tant que ça. C'était plus... ça. Non. C'est pour ça, Rémi Pernelin. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir pensé à quelque chose en me disant c'est une émission qui devait quand même coûter pas mal d'argent parce qu'il y avait pas mal de monde sur le plateau. C'est sur Paris Première, donc là, c'est pas un enjeu d'audience. Est-ce qu'on n'est pas dans un effet d'aubaine pour la chaîne qui se dit écoutez, finalement, on va faire des économies, on va faire passer ça. Il y a une petite polémique. Bon, elle existe, cette polémique.
polémique, c'est pas petite, mais on va profiter de cette polémique et puis on va tordre le cou à une émission et mettre à la place quelque chose de moins cher. On va s'arranger avec le producteur. Donc moi, j'ai toujours un peu... Est-ce que vraiment ce sont pour ces raisons de morale et de transparence que la décision a été prise? C'est un peu la question quand même. C'est-à-dire que... Pardon, oui, allez-y. Oui. J'ai droit de réponse, ça ne s'appelait pas chez Pollack. Non. Là, évidemment, le fait qu'il y ait cette même mise en abîme, même dans le titre même de l'émission, était quand même très gênant. C'était pas n'importe où et n'importe qui, c'était chez Moax, même si le propos était tout de même de récupérer le concept de Pollack. Et évidemment, je pense qu'il y a un trou dans les grilles, c'est-à-dire que écrire un livre, ça peut prendre... Alors, je sais bien que... Rousseau a écrit très rapidement le contrat social, mais enfin, ça peut prendre même plusieurs années. Et en général, le dispositif médiatique, c'est de prendre 5-6 chroniqueurs qui vont étaler leur science et leur narcissisme et de laisser 45 secondes de pitch à un auteur qui a pris 5 ou 10 ans pour écrire un livre. C'est ça le grand dispositif fait, des médias. Là, pour une fois, on avait quand même un auteur qui avait le temps. Qui avait le temps de s'exprimer. Non seulement le temps, mais on était centré sur le texte. Et on revenait sur le texte. Tout le monde avait lu le texte et on l'interrogeait sur le texte. Donc, ça manque. Indiscutablement, ça manque. Oui, mais quand même, Rémi, vous évoquez, il y a peut-être plusieurs raisons, effectivement, mais ce qu'évoquait Guillaume Bigot au début est assez juste, et même très, très vrai sur la frilosité aujourd'hui des chaînes d'ouvrir le parapluie. Et Clara, vous l'avez rappelé aussi, de ne pas prendre de risques. De ne pas prendre de risques et surtout, même a posteriori. Comment gérer en quelque sorte l'image de marque du personnage dont on sait qu'il a été moralement, qu'il n'est pas moralement forcément solvable. Ouais, alors, on en fait en même temps, il a dit lui-même, c'est un peu là-dessus que s'appuie sans doute la chaîne, il a dit lui-même qu'il voulais se mettre en retrait des médias. Par contre, on ne connaît pas son avis sur la question. Est-ce qu'il souhaitait lui-même interrompre? Non, j'ai eu avant les vacances. Donc ça n'avait pas encore éclaté. Je pense, ceci dit, ça a été dit, ça je le confirme, qu'il y avait tout de même dans la rédaction de cet ouvrage et dans la sortie de cet ouvrage une appréhension de sa part. De là à penser qu'il y avait quasiment, un acte manqué, ou en tout cas une révélation réussie, je ne sais pas, mais il y avait quelque chose d'assez pesant quand même. Vous connaissiez, vous, l'existence de ces textes? Vous pensez que c'était un tel secret, puisqu'on découvre petit à petit qu'il y a pas mal de gens quand même qui étaient au courant. Oui, c'est ça qui est étonnant, il y avait beaucoup de gens qui étaient au courant, il y avait des relations, il avait... Bon, rien vous cacher, son frère m'avait contacté, mais moi je mange pas de ce pain-là. Je trouve que c'est proprement détestable. Vous avez contacté à quel moment alors? Il m'avait contacté il y a plus d'un an, mais il a contacté tout Paris avec ses révélations, en essayant d'utiliser des corbeaux, etc. Moi, encore une fois, d'abord, j'avais aucun moyen de vérifier quoi que ce soit, et puis de toute façon, quand bien même je l'aurais eu, je trouve ça proprement, le procédé absolument détestable. Je comprends bien que le but était lequel, de vous dissuader d'aller participer à l'émission. Oui, bien sûr, voire même de dénoncer. Exactement, et c'était même avant la sortie du livre. Donc je sais que Yann était conscient de ce risque, il y avait une appréhension de ce type. D'ailleurs, manifestement, il en avait parlé avec Bernard-Henri Lévy, etc. Donc tout ça il savait qu'il y avait une épée de Damoclès et qu'elle allait lui tomber dessus. Maintenant, la question derrière, elle est évidemment, c'est quand même comment pourrait-on dire, il y a quelque chose de vertigineux d'un point de vue moral là-dedans, puisque finalement, il y a deux affaires. Il y a l'affaire des textes, non seulement antisémites, mais des textes plus que politiquement incorrects. Enfin, on est vraiment dans le politiquement immonde. Et de l'autre, quelque chose d'intimement immonde, familialement immonde, qui le lie à son père et à son frère. Et finalement, les deux rentrent en miroir et en symétrie. Pourquoi ? Parce qu'il y a un doute sur le fait que oui ou non, c'était la victime ou c'était le bourreau. Peut-être étaient-ils les deux, on n'en sait rien. Et il y a un doute également sur le fait que ces accointances, cet instinct ou cette envie d'aller comme ça se pencher au bord d'un fossé de purin historique et de renifler ça, dire c'est formidable cette odeur de cadavre, on ne sait pas. Est-ce que finalement Yann a toujours été tenté par ça? Est-ce qu'il est encore tenté par ça? Est-ce que ça s'est arrêté en 89? Voilà, c'est ça c'est évidemment très, très angoissant. Clara Schmelk. Oui, on ne sait pas non plus ce qu'il va pouvoir dire à l'antenne, s'il n'y aura pas un clash avec quelqu'un, si quelque chose qui sera encore plus difficile à gérer pour la chaîne.
Je pense qu'il y a une crainte aussi des risques éventuels à venir. Oui, je pense que la chaîne imaginait qu'il pouvait se retrouver en face de certains protagonistes qui avaient été peut-être, ou proches en tout cas, des personnes qu'il cite ou que l'on cite dans cette affaire. Donc. Ouais. Parce que là, tout a éclaté en même temps. Ces histoires familiales, ces règlements de compte et ces publications passées. Donc ça fait beaucoup. Ouais. Mais ce que vous dites, Guillaume Bigot, est assez saisissant quand même sur son frère qui visiblement préparait son coup depuis un moment. C'est-à-dire, c'est son frère qui est un petit peu derrière tout ça, quand même. Oui, mais alors, on peut dire aussi que c'est la publication de cet ouvrage, qui a déclenché ça. Qui va remuer et qui va laver mais vous dites que c'était antérieur. Non plus en famille, mais de manière littéraire sur la place publique, qui prenait le risque, et je pense que Yann en était conscient, qui prenait le risque de faire ressurgir ces fantômes. La défense de Yann Moix, si je la comprends bien, ça consiste à dire, finalement... c'est l'abjection à l'état pur que de se moquer de manière ultra cruelle, enfin se faire du harakiri autour des cendres des suppliciés d'Auschwitz, c'est le comble de l'abjection. Or, comme moi-même je me haïssais, j'ai trouvé le moyen le plus extraordinaire de me haïr et c'est là sa défense avec finalement J'étais prêt à sauter dans le précipice de l'immondice et puis j'ai été sauvé par la lumière, avec cette espèce d'ambivalence. Moi, je pense que tout de même, aujourd'hui, l'antisémitisme qui tue n'est plus l'antisémitisme nazi. Ouais. C'est ça la réalité. Alors, on s'excite sur... On peut trouver 3 ou 4 skinheads par-ci, par-là, mais en fait, c'est quand même l'antisémitisme islamique des banlieues qui tue aujourd'hui et qui menace nos compatriotes d'origine juive. C'est ça la réalité. Allez, on se retrouve dans un instant et puis on va dire quelques mots également sur Laurent Ruquier, donc qui semblerait en difficulté avec France 2 suite à cette émission d'excuses au cours de laquelle Yann Moix est venu. La direction n'aurait pas apprécié, là encore, étonnant comme réaction. On en parle avec vous, 0826 300 300, à tout de suite. Dès votre réveil dans le Grand Matin Sud Radio. Sébastien Chenu, alors ça fait partie des priorités du Rassemblement National, d'aller à la conquête des villes. Combien de villes ? C'est pas la priorité du Rassemblement National. Non mais tous les partis politiques, et si j'en crois le bordel du week-end dernier chez En Marche, ont pour objectif de conquérir des villes. Bordel, ce qui s'est passé à la République En Marche. C'est quoi le bordel ? On a bien vu que ces gens-là n'avaient plus rien à voir avec le nouveau monde. Dès qu'il s'agit de se battre pour une responsabilité, ces gens qui étaient des donneurs de leçons absolues sont les mêmes que tous ceux qu'ils ont dénoncés. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Minibus. Bouygues Télécom. Romain de Rennes rêve de s'offrir pour la rentrée le super Samsung Galaxy S10e. Seulement, Romain est perplexe. Peut-il se faire autant plaisir sans craindre pour sa trésorerie ? Eh bien, Romain, vous allez être ravi. La réponse est oui. Rentrez tranquille avec Bouygues Télécom. Le Samsung Galaxy S10e garantie 2 ans est à 1 € plus 8 € par mois pendant 24 mois grâce au forfait sensation avec avantage smartphone 70 Go. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Offre soumise à condition, 193 € après remboursement, engagement 24 mois. Allô, bonjour. Je cherche une citadine pratique et compacte. Bonjour madame, je vous propose Fiat Panda à 4 990 €. C'est une 5 portes ? Oui, 4 990 € avec 5 portes et vitre avant électrique. Et elle bénéficie de la super prime à la conversion ? Évidemment, et du bonus Ecofiat. Mais elle a combien de kilomètres ? Elle est neuve madame. Fiat Panda est à partir de 4 990 €, super prime gouvernementale et bonus Ecofiat déduit. Et jusqu'au 23 septembre, Fiat garantit toute sa gamme 10 ans. Portes ouvertes ce week-end. Offre sous condition de reprise dans le réseau participant jusqu'au 23 septembre. Détails sur fiat.fr. Fiat. Sud Radio, en Corrèze, à Tulle, sur 95.4. SoCook, cuisine équipée. Et vous savez ce que ça veut dire, TTC ? Trop cher. Heureusement, du 4 au 30 septembre, SoCook vous offre la TVA sur votre cuisine équipée. Et ça, c'est so wow. SoCook, cuisine équipée. Plus de 140 magasins en France. Voir conditions sur socook.com. Bonjour, vous cherchez un véhicule ? Oui, un SUV, mais je sais pas encore lequel. Pas de problème, on va savoir ça rapidement. Vous êtes prête ? C'est parti. Plouf, plouf, ce sera toi que la madame achètera. Eh bien, madame, il semblerait que pour vous, ce soit un T-Cross. Chez Volkswagen, on a une large gamme de SUV. Mais la personne la mieux placée pour choisir un modèle, c'est vous.
Pendant le mois SUV Now, le nouveau T-Cross est à partir de 220 € par mois. Déduction faite de l'aide à la reprise Volkswagen de 1 500 €. Location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 2 730 €. Si acceptation par Volkswagen Bank. Détails sur Volkswagen.fr, porte ouverte les 14 et 15 septembre. Et si vos enfants quittaient la maison en gardant votre connexion? Moi, avec Orange, pour ma fille étudiante, j'ai un deuxième accès Internet avec une remise de 9 € par mois, même après la première année. Et moi, avec Orange, mon fils peut profiter d'Internet, de la télé et du téléphone comme s'il était encore chez nous. Il a les avantages sans les inconvénients. Chez Orange, bénéficiez d'un prix réduit sur votre second accès Internet avec une remise de 9 € par mois, valable même au-delà de 12 mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions en métropole, non cumulable pour clients Livebox. Perte de la remise au-delà des 12 mois d'engagement en cas de résiliation ou changement d'offre. Donc, la publicité Direct Assurance montre des pom-pom girls ultra mignonnes qui forment une pyramide humaine et c'est super ringard, donc on va pas faire ça. Donc, la publicité Direct Assurance ne montre rien du tout, puisque tout ce qu'on a à dire, c'est qu'en venant chez Direct Assurance, nos nouveaux clients auto économisent en moyenne plus de 200 €. Et c'est comme ça depuis 10 ans. Et voilà, direct. Rendez-vous sur directassurance.fr, le slogan « On gagne toujours à être direct » et le jingle « Ta-ta-ta-da-da ». Voir détails sur le site. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. À 11h, on reviendra sur les déclarations de Pierre Ménès qui répondait à Lilian Thuram à propos du racisme anti-blanc. On va en reparler parce que ça a là aussi beaucoup déchaîné les réseaux sociaux. Marine Le Pen qui a fait sa rentrée. La France est-elle une terre d'asile psychiatrique? Agnès Buzyn qui promet de l'argent. Une bonne formule. Très bonne. Agnès Buzyn qui promet de l'argent pour les urgences. Est-ce que ça va suffire? Bref, on parlera de tous ces sujets, entre autres à partir de 11h. Pour le moment, on parle de l'affaire Yann Moix. Fallait-il supprimer l'émission de Yann Moix sur Paris Première? Et puis, victime collatérale, Laurent Ruquier, après son émission, Rémi Epernelel vous le rappelait, après cette émission de contrition de Yann Moix, la direction de France 2 était furieuse. Et il semblerait que le torchon brûle, même si Laurent Ruquier a démenti hier soir. Pour en parler, Clara Doina-Schmelk, journaliste média intégral. Et puis Guillaume Bigot, vous avez participé à de nombreuses reprises à l'émission Chez Moix et vous êtes essayiste et membre des Orwelliens. Donc là aussi, Clara, cette décision de France... Enfin, cette décision, il n'y a pas de décision pour l'instant, mais on a su par des indiscrétions que France 2 n'était pas du tout satisfaite de l'émission et menaçait Laurent Ruquier de supprimer cette émission. Alors, c'était une émission... Opportunité ou pas? Que j'ai écouté, c'était très pénible. Ouais. Et je pense que Laurent Ruquier a été pris là aussi contre son gré dans une soirée insupportable. Donc je pense qu'il avait peut-être pas. Avec Yann Moix? Ouais. C'est pas contre son gré. Il a souhaité l'inviter, il a souhaité le garder comme invité, alors que la question avait été posée. Il s'attendait pas à une soirée aussi pénible, à mon avis. Ouais. Je pense que ça a dépassé ses attentes. Non, mais le côté ce qui lui reprochait, c'est quand même que certains estiment que on a déroulé le tapis rouge à Yann Moix, qu'il a été interrogé avec beaucoup de complaisance et que, par ailleurs, le fait que Catherine Marma, coproductrice de On n'est pas couché, soit aussi productrice de Chez Moix, comme on le disait tout à l'heure, quand même, ça introduit un lien de consanguinité qui se voyait à l'antenne. Ouais, Guillaume Bigot. C'est beaucoup quand même de répercussions d'ondes sismiques suite à cette affaire Moix. Je trouve que les conséquences sont lourdes. Elles paraissent disproportionnées, mais je crois que c'est parce que ça... c'est comme dans vous touchez le nerf de la dent, en fait. C'est un point particulièrement sensible. Il y a vraiment ce phénomène... tout à l'heure on parlait du fantôme de l'antisémitisme des années 30-40, mais il y a quelque chose comme ça, il y a un phénomène d'hystérèse, enfin ça nous poursuit, parce qu'en fait je pense que la France est assez malade du fait de projeter, de surprojeter, de ne pas arriver à saisir la singularité du présent en vivant en permanence avec cette surimpression en noir et blanc des années 30-40. Et donc c'est pour ça que c'est aussi sensible, c'est aussi violent. Et en fait, on n'arrive pas à faire la part des choses. Après, si on prend un peu de recul, d'abord, le talent littéraire n'a pas grand-chose à voir, on le sait bien, avec le politiquement correct, ça se saurait, sinon le Marquis de Sade... et tant d'autres devraient être jetés au feu. Ouais. Enfin, l'époque a changé. Oui. C'est ça aussi. Mais est-ce qu'elle a changé en bien par rapport... non, j'ai pas dit ça. On se drape dans la vertu, mais est-ce que c'est vraiment vertueux? Est-ce que c'est pas quand même est-ce que c'est pas assez molièresque finalement cette réaction
tellement unanime. De tartufferie et d'hypocrisie. Parce que ça arrange un petit peu ça laisse à penser qu'on était, par exemple, Bernard Lévy n'était pas au courant pour Yann Moix, mais il était tout à fait au courant. Il était dans le dispositif dès le départ. Donc tout ça est quand même assez molièresque. Alors effectivement, nous, les téléspectateurs ou les observateurs, on est agacés par ce côté, par cette hypocrisie. Rémi ? Non. Oui, non, mais c'est comment dire. Effectivement, tout semble un peu cousu de fil blanc dans l'affaire. Hein. Par exemple, vous parliez de Bernard-Henri Lévy, son communiqué le lendemain matin à 8h sur le point, c'est quand même voilà, tout était donc préparé. Mais là, ça donne l'impression qu'Yann Moix jouit d'un privilège plus grand que par exemple Ménel ou Mehdi Méclate. Ça donne l'impression. Ah bah c'est pas la même raison. Non, c'est pas la même raison. Oui, mais là, ça entretient aussi des animosités. Et du coup, on peut comprendre que la direction de France Télévisions se dise un peu, est-ce qu'on n'a pas été manipulé dans cette affaire ? Tout à fait, c'est ça. Moi, je me poserais la question si j'étais à leur place. Et alors, comme Laurent Ruquier réagit de façon très virulente, lui aussi, semble-t-il, évidemment, on peut s'interroger sur l'avenir de Laurent Ruquier à France Télé, d'autant que, en parallèle, on connaît la position de Nicolas de Taverneau, qui est le patron d'M6 et de RTL, et que, donc, comme il fait les grosses têtes dans le groupe M6, ils veuillent le récupérer. Mais il y a visiblement une volonté, en tout cas de France 2, peut-être, je ne sais pas, de l'écarter. En tout cas, c'est ce que laissait entendre Renaud Revel hier. Et puis, je rappelle que son émission est en baisse régulière d'audience depuis plusieurs années, et que cette année, ça a commencé plus bas que jamais. Et samedi, c'était à 700, moins de 800 000 téléspectateurs, alors que la moyenne des émissions, il y a encore 3 ans, était à 1 million, presque 200 000. Donc, c'était un phénomène, effectivement, à double détente. On a vu qu'il y avait un bras de fer, quand même, avant on n'est pas couché, il y avait eu un bras de fer puisqu'il s'agissait de décommander l'émission. Donc peut-être que là il y a eu une sorte de retour de manivelle et que c'est la vengeance du serpent à plumes. On vous l'avait bien dit. On vous l'avait bien dit, on va vous faire manger votre chapeau. Et puis par ailleurs, effectivement, là je faisais allusion à des phénomènes un peu idéologiques ou métapolitiques comme on dit, mais il y a d'autres phénomènes qui sont en effet du pur business, des règlements de compte entre différents réseaux médiatiques, etc. Ce qu'on peut considérer, je pense qu'il faut revenir à l'intérêt des auditeurs et des téléspectateurs, c'est qu'en dépit du caractère assez agaçant, parce que c'était très très téléphoné quand même cette affaire, vous avez raison, c'est tout de même une bonne émission qui disparaît. Voilà, les téléspectateurs jugeront et on verra ce qui remplacera Yann Moix. Merci à tous les trois, en tout cas, d'être passés ce matin sur Sud Radio. On se retrouve, nous, dans quelques instants pour commenter l'actualité avec vous. On va parler des urgences, on va parler de Pierre Ménès et du racisme anti-blanc, et puis de Marine Le Pen qui fait sa rentrée. À tout de suite.